Bonjour, bienvenue à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire. Je vous remercie d'être là pour cette rencontre littéraire avec Jean Nzou. Je suis très honorée de commencer cette seconde partie de l'année avec Jean, parce que c'est une personne avec qui j'ai eu beaucoup l'occasion d'échanger sur notamment les musiques traditionnelles de chez nous, du Congo. Et qu'il puisse présenter son livre aujourd'hui ici à l'Institut français, pour nous c'est un honneur qu'il puisse présenter ce travail. Et pour cette rencontre littéraire, je vais donc laisser la parole à Cassiopée Tsondé, qui est notre chargée de cours, certification et bibliothèque, médiathèque. Donc c'est elle qui va mener la conversation avec Jean Nzou et avec vous bien sûr. Je vous remercie. Tu as longtemps animé des ateliers et conférences interculturelles pour faire connaître les cultures congolaises, notamment à un public non congolais, un public étranger. Et aujourd'hui, tu publies ce livre, donc Facettes de la culture congolaise. C'est un livre donc, qui évoque différents thèmes et entrée à la culture, aux cultures congolaises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est ponctué de plusieurs exemples et anecdotes, ce qui rend ton propos très, très didactique et très intéressant. Et notamment, tu donnes énormément de définitions de mots que tu traduis ou auxquels tu proposes une traduction, parce que comme tu le disais, parfois il n'y a pas forcément de traduction égale, similaire en français et en kikongo. Donc je voulais revenir avec toi peut-être sur d'où est venue cette idée de publier ce livre. Merci. Et comme l'a fait Sylvie, je vais moi également à mon tour dire merci à l'Institut français du Congo, à travers Sylvie et Cassiopée, qui m'ont donné cette occasion-là. Et puis à tous ceux qui ont pris un peu de leur temps pour venir assister. Je suis depuis longtemps impliqué dans tout ce qui est communication, diffusion, échange culturel. J'ai commencé à le faire pour des entreprises au Congo, notamment pour ceux qui venaient dans le cadre de leur profession, mais qui avaient besoin d'avoir des éléments de culture pour comprendre comment ça se passait ici. Et de fil en aiguille, ça m'a donné l'idée d'écrire. Alors, écrire pourquoi ? Nous sommes aujourd'hui à la croisée de chemin. Notre culture, elle est orale. Si on ne l'écrit pas, si on ne l'archive pas, elle va disparaître. Et d'ailleurs, pour preuve, je crois que chacun ici, on est adulte, vous voyez bien que même pour nos langues, la fierté pour nous, c'est que nos enfants parlent le français ou parlent d'autres langues. Pour nos contes et nos danses et nos chansons, etc., on ne se réfère que de moins en moins à ce que nous avons de culture. Et voilà. Et donc, à cet échange-là qui devrait avoir lieu, qu'est-ce que nous allons apporter si on n'archive pas ? De tradition orale, ça veut dire que nous appuyons essentiellement sur la mémoire. On m'a dit, voilà, on a dit que voilà, chez nous, les anciens faisaient ci, faisaient ça, etc. Mais c'est la mémoire et on mémorise. Or, la mémoire, on ne peut pas la faire confiance indéfiniment. Elle va se souvenir des éléments les plus importants, mais va oublier des détails. Et si ce n'est pas écrit, on va tout perdre. Et donc, je me suis proposé d'écrire quand même. C'est vrai qu'à côté, l'intitulé du livre, c'est « Facettes de la culture congolaise ». Bon, ces facettes, il n'y a pas d'article. Ça veut dire que les facettes, il y en a une infinité. Il y en a qui ont choisi d'évoquer la culture en passant par les poèmes, d'autres par le théâtre, d'autres encore par la sculpture, etc. Mais moi, j'ai pensé que évoquer des questions concrètes, réelles, quotidiennes, le vécu, voilà, ça avait l'avantage de dire aux autres qui ne sont pas notre culture, voici ce que nous sommes, et ça ne générait pas non plus de prendre aussi chez les autres. Donc, l'idée essentielle, c'était que nous parvenions à archiver sur nos cultures, sur nos traditions. Qui sait, le latin aujourd'hui a disparu, je crois même la langue grecque, etc. Voilà. Mais comme c'est archivé, comme c'est entretenu, ça peut remonter. Voilà. Et nous, voilà, quelle sera notre... voilà, qu'est-ce que nous allons proposer par la suite ? Donc les choses se perdent, les danses se perdent,
Hein, on avait des danses, j'avais quel âge, je ne sais pas, j'avais peut-être 30 ans, 25 ans, où Pointe-Noire tous les dimanches était animé, il y avait une ambiance festive parce que les groupes traditionnels se mettaient dans des cours d'école, sur l'esplanade, parfois des aérogares, etc., pour danser. Mais aujourd'hui, hein, quand tu lui parles, mais c'est chercher, retrouver un groupe de danse bembé, un groupe de danse Vili, etc., mais vous allez mettre du temps. Voilà. Donc c'est essentiellement pour cette raison-là que j'ai pensé, voilà. Puis j'avais des éléments, que j'écrive cela, pour que ça reste, que les traces restent. Voilà. Donc dans ton livre, tu parles du Congo-Brazzaville, en parlant des cultures du Congo-Brazzaville. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut vraiment limiter les cultures dont tu parles au Congo-Brazzaville? Bon, si on reste au Congo-Brazzaville, voilà, en partant d'ici, c'est la limite, quoi. Maintenant, celui qui regarde ça de l'extérieur, bien sûr, c'est des traditions bantoues. Et les bantous, il n'y a pas qu'au Congo, au Brazzaville. En RDC, au Gabon, au Cameroun, voilà, au Tchad, on retrouve, hein, en Centrafrique, on retrouve des bantous. Donc, à quelques nuances près, c'est les mêmes habitudes. Moi, je suis de la région du Niari, mais si je vois danser, je suis Pounou, hein, je vois faire les Pounous du Gabon, il n'y a pas de différence. Voilà, il n'y a pas de différence. Donc, les frontières culturelles n'ont rien à voir, ne se superposent pas avec les frontières administratives ou les frontières nationales. Donc, c'est des réalités qu'on peut retrouver dans d'autres pays également. Voilà. Et la difficulté, enfin, l'effort que j'ai dû fournir, c'était que, voilà, parlons du Congo, on a combien, à peu près, voilà, 80 ethnies, hein, si, voilà, bon. Et les choses se font différemment. Chez les Lari, on ne marie pas les enfants de la même manière que chez les Mboshi ou chez les Teke ou chez les Vili. Voilà. Mais ce que j'ai mis en avant, c'est ce qu'il y a de plus saillant, hein, de sorte que, voilà, tous ceux qui liront peuvent retrouver les traces, les renvoyant à leur propre culture. Voilà. Il y a une partie, donc plusieurs thèmes que tu abordes dans le livre, notamment tout ce qui est la spiritualité et les croyances congolaises. Et tu expliques que ces croyances ont été parfois modifiées, ou en tout cas évolué avec notamment l'arrivée du christianisme au Congo et dans la région. Et dans quelle mesure est-ce que les spiritualités Congo ont évolué? Est-ce qu'elles ont changé, ou est-ce qu'elles se sont superposées peut-être aux pratiques chrétiennes? Bon, on va tout trouver là-dedans. À la base, on est des Bantous. Hein, on dit Muntu. Chez nous, c'est l'individu. La racine Ntu, on va le retrouver pratiquement dans les Bantous, ce n'est pas une ethnie, hein, c'est un regroupement plutôt linguistique. Donc on va retrouver ça. Hein, ceux qui au départ ont dit que se sont affirmés comme étant des hommes. Voilà. Et les croyances d'origine, elles sont plutôt fétichistes ou animistes. Donc on croit aux esprits, on croit au génie des eaux, on croit au génie de la forêt. Lorsque quelque chose ne va pas, on va parler sous tel arbre, on va dans telle rivière pour invoquer tel génie. Voilà. Quand il y a des jumeaux, il y a des pratiques, des croyances qu'on en fait. Alors je ne veux pas répondre à la question de savoir si c'est vrai ou pas, hein, mais ça on pourra revenir. Voilà. Mais lorsque le christianisme arrive, bon, c'était la grande porte. Voilà. Il y a des pratiques, parce que chez nous, un exploit sportif ou une réussite matérielle quelconque, un enrichissement, ou, voilà, ne peut se comprendre qu'à partir de deux voies. Ou tu as fait des nkissi, c'est-à-dire que tu es passé voir un ganga qui t'a fait des choses, voilà, pour faciliter cette réussite-là, ou alors tu es détenteur d'un dikundu. Tu possèdes en toi un pouvoir qui te permet de réaliser ce que tu veux. À la base, c'est ça. Donc aujourd'hui, dans la tradition, c'était difficile de dire c'est le chef du village, mais non, il n'est pas mystique. Comment ça? Même c'est le chef de famille, mais non, ces choses mystiques-là, on ne te croira pas. Voilà. Mais lorsque le christianisme entre, il y a des croyances qui se sont adaptées. Hein, aujourd'hui, si vous allez chez les Ngunza, mais on vous montre la Bible. Mais ils ont existé avant la Bible. Donc ils ont fait l'effort de s'adapter pour ne pas disparaître. C'est vrai qu'on parlait de Nzambi Mpungu, mais ce n'était pas dans la même conception
dans la même orientation que le Dieu qui arrive avec le christianisme. Hein. On croyait à ça, un pouvoir au-dessus qui faisait tout, mais dans tout ce qui est rituel, pratique, etc., ça n'a rien à voir. Mais aujourd'hui, voilà. Ce qui fait que, bon, pour les jeunes qui arrivent, c'est quand vous allez dans les associations, dans les groupes de prière aujourd'hui, mais en gros, les grands thèmes, c'est en rapport avec la sorcellerie, hein, les questions de désenvoûtement, les questions de malchance, de manque d'emploi, etc. Hein, on fait des prières pour ça. Et moi, je me dis, c'est des traces, quoi. C'est quand même des vestiges de ces croyances-là qui continuent. Voilà. Donc, je me dis, c'est vrai que l'Église, le christianisme a eu un impact, mais aujourd'hui, on a des musulmans aussi. Hein, voilà. Il y a des groupes qui ont résisté. Hein, si on prend par exemple le Boulamananga, ils ont résisté. Hein. Il y a des pratiques, des rituels qui ont résisté, mais aujourd'hui qui ont perdu leur ferveur. Hein. Bon, pour ceux qui sont de ma génération, vous avez entendu parler des Anzimba, par exemple. À un moment donné, les Anzimba au nord du pays, c'était dans les années 70, hein, avec le président Marangwabi, c'était eux qui se transformaient en crocodile et puis qui faisaient mourir les gens dans les cours d'eau au nord du pays. Il y en a qui, s'il y a des gens de la Bouenza ici, il y a le Kidzong Kiankabi, hein, c'est les pratiques où voilà, on tire en l'air, mais c'est censé atteindre celui qui serait à l'origine d'un accident ou d'un décès, etc. Il y a ce qu'on appelle en français les ordalies, les pratiques, dont le but est de faire avouer l'auteur. Il y a des ordalies qui étaient l'huile bouillante, par exemple, hein, ou le balai, ou le nœud coulant, voilà, où les personnes qui sont en discussion, ben, chacun, à son tour, met sa main dans l'huile bouillante, et puis c'est le coupable qui se brûle. Le coupable se brûle. Ou des chaises, mais c'est le spécialiste fait ses pratiques, et puis chacun, à tour de rôle, s'assied dessus et essaie de se relever. Si c'est lui la victime, le coupable, ben, il n'arrivera pas, il ne parviendra pas à faire. Donc ces croyances-là ont existé, mais aujourd'hui... Ce qu'il faut savoir, c'est que la société ici, c'est le groupe qui est mis en avant et pas l'individu. Donc ce n'est pas la croyance d'un individu qui compte, c'est ce que le groupe. Vous savez, en anthropologie, ça arrive que l'individu regarde dans un sens et le groupe dans l'autre. Et peut-être pour rebondir justement sur la notion de groupe, tu parles aussi de la famille, de la conception de la famille, et notamment de la notion de clan. Oh oui. Et est-ce que du coup le clan a autant d'importance aujourd'hui qu'il a pu l'avoir par le passé, ou est-ce que tu peux plus nous en parler? Bon, c'est en fait la cellule sociale de base pour nous, c'est ça. Hein, on appelle le dikanda. J'ai fait exprès de ne pas utiliser le mot famille dans le livre pour ne pas créer de confusion pour une personne qui ne serait pas de cette culture-là, de cette tradition-là. La famille, pour un occidental, renvoie au foyer, sa femme, ses enfants. C'est ça la famille. Mais ici, quand on parle de famille, on n'entend pas ça. Ça, c'est que le foyer, monsieur, madame et les enfants, c'est le foyer. Mais la famille, pour nous, donc le dikanda, renvoie à un groupe beaucoup plus complexe. Hein. On a deux systèmes lignagés au Congo. Il y a, dans la partie nord, le système est plutôt patrilinéaire. Mais je ne suis pas patriarcat, hein. Il est patrilinéaire, et dans la partie sud, il est plutôt matrilinéaire. C'est-à-dire que si on prend le cas de la partie sud, les membres du groupe sont ceux qui sont issus des femmes du groupe. Donc à la base, la famille, d'ailleurs c'est même très très fort lorsqu'on désigne la désignation de ces groupes. Hein, on dit, ça c'est chez moi, on dit je suis de la case 2 et c'est le nom d'une femme. Mais chez les Laris, c'est courant, on dit Bichi Intel, les gens d'eux. Donc si on met le nom d'un homme, c'est en tant qu'oncle, oncle maternel. Nous, quand on dit oncle, dans le terme du jeu ici, c'est le frère de la maman. Hein. Le frère de son père, c'est pas un oncle, hein, c'est un papa. Voilà. Donc il y a ces différences-là, et tout va s'organiser à l'intérieur du groupe. Donc tout ce qui est succession, tout ce qui est mariage, héritage, dot, etc., ça va se passer à l'intérieur du groupe.
Hein. Il y a une anecdote, enfin une histoire vécue, c'est l'histoire du Congo, hein, dans ses rapports avec le Congo d'Antotila, l'ancien Congo, avec le Portugal. Les Portugais qui arrivent au XVe siècle, qui découvrent ce pays déjà organisé, structuré, etc., vont proposer au roi, au Mani Congo, de former son fils pour le succéder peut-être, pour continuer la gestion du territoire, du royaume. Et ils l'ont amené en Portugal, formé, mais le pays était bien organisé, il y avait une armée, une économie, etc., une administration même. Mais à son retour, le royaume a commencé à avoir des problèmes. Si le Congo d'Antotila a périclité, c'était parti de là. Parce que les Portugais ne savaient pas que dans la culture, là, la filiation était matrilinéaire et ce n'est pas le fils qui héritait de son père. Parce que les deux n'appartenaient pas au même clan, au même groupe. Et justement, donc, si c'est matrilinéaire, est-ce que ça veut dire aussi que les femmes étaient au cœur, donc étaient au cœur des décisions qui pouvaient concerner le groupe? Oui. Alors, mais la différence, c'est que le groupe Laurencio était matrilinéaire, mais ce n'est pas le patriarcat. Ce ne sont pas les femmes qui parlent, ce sont les hommes du groupe qui parlent. D'où l'oncle. Le grand-oncle, le chef de famille, c'est le grand-oncle. Et l'avis des femmes est pris en coulisses. Les hommes, en gros, représentent le groupe, défendent le groupe. Ce sont les parleurs du groupe. Donc, au nom des femmes du groupe, voilà, ils s'engagent. Mais la femme ne se met pas en avant, hein, au devant de la scène pour protéger le groupe. Mais ça, c'est des réflexes. Hein. Le matrilignage, je crois que c'est la première forme d'organisation des groupes, chez nous surtout, ou même dans le monde, je pense. L'humanité a commencé comme ça. C'est autour d'une femme et de sa descendance. Mais pourtant, il y a eu, notamment dans le Royaume Congo, il y a eu aussi des femmes qui étaient par exemple reines ou qui... Les exceptions, oui. Les Chimpavita et autres, c'était des femmes, oui, c'était des exceptions. Hein, ça, c'était des cas particuliers. Il y a des femmes qui sont exprimées, comme chez nous également, on a des femmes qui bousculent les groupes, quoi, parce qu'ils ont un avis et ils tiennent mort des cuisses à s'exprimer, à se faire entendre. Ouais. Mais la tendance générale, globalement, hein, il ne revient pas à une femme dans le groupe. C'est une humiliation pour les hommes qu'une femme du groupe prenne le devant de la scène et s'exprime au nom du groupe ou défend le groupe. Voilà. Donc ça, c'est des cas vraiment particuliers. Hein, c'est rare et particulier dans l'histoire du royaume. Est-ce que peut-être le public veut intervenir, ou vous avez peut-être des questions ou des remarques? Bonjour, je suis Georges Nguila, je suis écrivain, et les faits que mon ami Jean relate ici sont même illustrés par l'histoire de Pointe-Noire. Il y a ici une avenue qu'on appelle Katmatou. C'est le nom d'un chef Vili qui avait été emprisonné par l'administration française parce qu'il y avait un problème de décès et pour vouloir avoir des preuves, on avait ouvert le ventre d'une femme morte et l'administration française était ahurie de constater des pratiques barbares. Alors que dans notre culture à nous, ce n'était pas du tout barbare. Et on voulait vraiment s'assurer, si elle n'avait pas le likundu, une sorte d'excroissance dans le ventre. Et ce rôle-là, pour avoir permis cela, avait été emprisonné par l'administration française. Donc, si vous avez, là où il y a 7 chemins-là, comme ça, il y a une avenue qu'on appelle Katmatou. C'est ce roi-là qui avait été emprisonné par les Français parce qu'ils avaient permis qu'on déchire le ventre d'une femme morte afin de rechercher le likundu dont il parle. Et Jean, on a travaillé ensemble, c'est un communicateur, on a animé l'espace Karl Lama à Sueko, et puis je l'ai vu avec Claire Michalon ici, animer des conférences pour les expats de Total qui venaient. Il y avait un séminaire d'imprégnation de la culture française afin qu'ils sachent pourquoi. Il y a même un cas qui revient, vous êtes expatrié, mais chez nous, nous avons un problème, par exemple, en ce qui concerne, et je l'ai signalé dans mon livre sur Pointe-Noire.
il y a une femme qui allait demander une permission pour enterrer son père. Bon, le blanc a accordé la permission. Une deuxième fois, elle se présente, je vais aller en campagne pour enterrer mon père. Le blanc ne comprenait pas, mais finalement, tu as combien de papas? Oh non, bon, vous savez, chez nous, il y avait le papa Aleki, il y a le père nourricier, il y a le papa Yankuruntu, il y a le papa... Et le français ne comprenait rien du tout. Alors, ce sont ces aspects-là que Jean a ramenés dans son livre. Ce sont ces aspects de la culture qu'il a ramenés dans son livre, parce que ça, c'est une deuxième édition, hein, une édition mieux faite, mieux présentée. Et il y a des cas qui peuvent vous étonner. Nous, par exemple, quand nous nous asseyons, nous voulons nous asseoir, nous venons, nous avons des gestes. Et puis, je m'assois. Mais vous ne pouvez pas expliquer ça. Que ça veut dire? C'est ça. Donc, les gens ne doivent pas se tromper sur le terme de culture. Facette de la culture congolaise, ce n'est pas la culture, comme on dit, la culture c'est ce qui reste après avoir tout oublié. Non. Jean ici intervient comme un sociologue, comme un anthropologue. Il nous montre par exemple la parenté au Congo. Il nous montre les expressions culturelles, par exemple la danse, la statuaire, ainsi de suite. Donc c'est tout à fait différent de ce qu'on dirait que c'est un homme cultivé. Non, ici, Jean ne parle pas des hommes cultivés, mais il parle de tous les Congolais, de leur comportement au quotidien. Qu'ils accomplissent au quotidien sans pour autant parfois savoir d'où est-ce que ça vient. Parce que vous remarquerez que beaucoup de gens, des Congolais, quand ils veulent s'asseoir, c'est le geste. En tout cas, il vient et puis après il s'assoit. On lui dit, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Ah, c'est comme ça qu'on fait au village. Alors, voyez-vous? Et d'où est-ce que ça vient du coup? Parce que culturellement, le problème qu'on a, c'est je parlais de société d'oralité, c'est l'explication n'est pas transmise. Voilà. Le pourquoi n'est pas transmis. Voilà. C'est le comment. Voilà. On dit il ne faut pas faire ça. Tu demandes mais pourquoi? Non, parce que il y a la gestion du savoir chez nous. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est ça le grand danger. Et nos jeunes vont peut-être en payer un prix fort. Les jeunes vont payer peut-être le prix fort. Internet, aujourd'hui, diffuse l'information. Ce n'est pas sélectif. Tout est mis sur la place. Et donc même ceux qui n'ont pas besoin qui ne devraient pas avoir accès à ces informations-là, vous avez votre enfant, mais avec son téléphone, il a accès à des informations, voilà, comme il veut, quand il veut. Mais dans la société, notre société, l'information était distribuée. C'est-à-dire qu'il y avait des informations sélectionnées, réservées pour une catégorie, pour un groupe donné, d'autres non. Il y a un décès, mais la gestion du veuf ou de la veuve, mais il y en a qui ont l'information, qui savent comment faire. Il n'y a que ceux-là qui ont besoin de cette information-là. Il y a une nubile ou une jeune fille qu'on prépare pour le mariage, etc. Mais l'information revient même dans le foyer, le papa et la maman, mais il y a des informations qui reviennent à la maman, parce que c'est des filles, parce qu'il y a la sexualisation de l'éducation chez nous. Le papa peut faire le reproche à la maman parce que la fille est incapable de faire correctement une tâche ménagère. Ça passe. Et la maman également va dire à son papa, et ton fils là, voilà, il est paresseux, il ne veut pas faire tel travail, tel machin. Donc il y a une répartition comme ça des informations. Il y a des informations qu'on peut donner à qui veut, mais il y a des informations qui sont réservées il n'y a que eux qui peuvent transmettre. Voilà. Donc il y a la tradition, il y a cette difficulté-là. Je parlais de l'écriture, il y a cette difficulté-là que nous aurons parce que demain, voilà, mécaniquement on va faire, mais expliquer pourquoi on le fait, on ne saura pas. Voilà. Du coup, quand tu parles de tradition, c'est à partir de quelle période tu parles, parce que les pratiques, elles évoluent aussi avec le temps et avec aussi l'arrivée des Européens, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a différentes époques. Oui. Je pense qu'avant la colonisation, il y avait des pratiques qui étaient beaucoup plus strictes. Par exemple, on prend le veuvage, etc. Dans ce groupe, il y avait des pratiques qui étaient strictes. Voilà, où on ne tolérait pas des écarts. Voilà. Avec la colonisation, bien sûr, plusieurs pratiques ont été chamboulées. D'ailleurs, plusieurs ont même disparu, qu'on ne fait plus.
Et aujourd'hui, on est en difficulté, parce que j'ai enseigné, où, par exemple, le droit de l'âge, le droit d'aînesse, hein, c'est un élément central de nos traditions. C'est le droit de l'âge qui est le socle de la famille du Dikanda. Les plus jeunes, c'est de la place aux anciens. Et dans la société, on va identifier les personnes en fonction de l'âge, de la génération de ses parents. Si celui qui est en face, c'est la génération de mon père, ben, je vais l'appeler papa. Et je ne vais pas appeler quelqu'un de... Voilà, chez nous, c'est mal. On ne supporte pas qu'un enfant, un jeune enfant, appelle quelqu'un qui est de la promotion de son père par son prénom. C'est d'une familiarité qu'on... Ben non. Ou regarder quelqu'un droit dans les yeux comme ça. Hein, nous, un enfant qui est poli, ben, quand le parent lui parle, il baisse les yeux. Et donc, il y a des contradictions comme ça qui peuvent aboutir à des chocs. Parce que, voilà, pour un occidental, je te parle, tu baisses les yeux, c'est que tu caches quelque chose. Mais non, au contraire, chez nous, c'est que ça marque le respect. Et appeler un adulte, et j'ai fait une formation, mais pour le compte de... Enfin, une conférence, un exposé au compte de Total, pour les conflits de génération, où Total a demandé à tout son personnel, a exigé, c'est dans la culture de l'entreprise, tout le monde, voilà, appelle tout le monde par son prénom. Quel que soit le niveau hiérarchique, voilà. Tu t'appelles Sylvie, quel que soit le rang, voilà, on se retrouve Sylvie. Mais j'ai vu les jeunes Congolais en souffrir. Parce que le monsieur qui est en face est un papa du quartier, il est ami à son fils, donc c'est un papa. Et à l'entreprise, on nous dit, tu l'appelles par son prénom. Donc ça gênait. Hein? Alors, ils trouvent des astuces en disant doyen, vieux, ancien, etc. Mais en fait, c'est le code culturel qu'ils veulent simplement renouveler. Hein, pour éviter ça, parce que, bon, il dit, ah, ancien. Oui, mais ça veut dire quoi, ancien? Tu reconnais qu'il est plus âgé, donc son droit d'aînesse. Même si après, tu vas donner la consigne professionnelle, mais tu donnes d'abord le code culturel pour mettre tout le monde à l'aise. Donc, il y a ces éléments-là qui vont faire que si on les perd, ou alors si on ne les conserve pas, peut-être qu'un jour, ça peut revenir, être remis à flot, nous allons disparaître, culturellement parlant. Ouais, je voudrais juste revenir sur ce que tu disais sur le fait que quand je te demandais si c'était une société matrilinéaire et que mais les femmes sont quand même écartées du pouvoir selon toi, parce que ce qu'on m'a appris dans la famille de mon père, donc qui est issu qui est issu du Congo-Brazzaville également, c'est que par exemple la notion de mbongi dont tu parles, c'est le lieu de réunion, de rassemblement, et c'est un lieu pour tous, hommes et femmes compris. Oui. Et dans ton livre, tu dis que les femmes n'ont pas accès au mbongi. Alors, et du coup, ça m'a interpellée parce que moi, c'est pas symboliquement, ce que j'ai... Dans la symbolique, mais dans la pratique, en fait, les mbongi, on en trouve de moins en moins maintenant, hein, mais c'est resté comme ça, de façon symbolique. Le mbongi, construit au centre du village, était le lieu de rassemblement des hommes. Les femmes n'y allaient que pour laisser à manger, apporter à manger ou apporter à boire. Ou n'y allaient que lorsqu'ils étaient conviés. Donc, quand il y a un problème à régler, les femmes arrivaient. Mais c'était un lieu de repos, de discussion, etc. pour les hommes. Voilà. Et au final, les grandes décisions qui engageaient le groupe. Hein, enfin, je vais revenir sur... Quand on parle de tradition, quand on parle de culture, ce sont des solutions que les gens trouvent pour régler leurs problèmes récurrents sur le long terme. C'est ça ce que ça veut dire, une culture, une tradition. Voilà. Quelle solution on a trouvé pour marier nos enfants? Les Vili vont trouver une solution et ils sont d'accord, ils acceptent, tout le monde accepte. C'est pas écrit, mais tout le monde accepte. Et donc, le mbongi, c'était cet endroit-là. D'ailleurs, les femmes qui venaient, lorsqu'ils devaient parler, ils s'exprimaient dans les coulisses. Et ensuite, c'est l'homme qui... on a ce qu'on appelle un nzonzi, hein, celui qui défend le groupe, qui prend la parole. Mais il n'y en a pas, femme. C'est un rôle qui est dévolu aux hommes, pas à la femme. Les femmes ont un rôle, certes, mais pas dans le mbongi. Est-ce qu'elles ont des lieux de réunion juste entre elles alors? Des lieux de rassemblement aussi où elles peuvent... qui ont un nom? Oui, traditionnellement, oui, les femmes se retrouvaient au champ, les femmes à la pêche, à la chasse, etc. C'était des espaces où, comme on dit, à la cuisine, où c'est eux qui géraient la propriété. Hein. Vraiment, ça se passe dans le village, par exemple. Un homme qui mangeait dans sa maison,
était perçu comme un peu égoïste. Ouais, sa femme lui apportait à manger là où il y avait tout le monde. Il y avait les autres hommes. C'est là qu'il mangeait. Voilà. Donc des sociétés de femmes, c'était quand même rare. Bon, ça a peut-être existé parce qu'il y a les femmes qui étaient nganga, donc guérisseuses, etc., mais qui prennent l'importance dans un village parce que c'est grâce à leur fétiche qu'on protégeait, qu'on soignait, etc. Ils avaient de l'importance dans le village, mais pour gérer les questions du groupe, ça revenait plutôt aux hommes. Est-ce que tu veux nous parler de l'objet du miroir que Bon. tu abordes à la fin du livre? Bon, oui, je me suis moi-même surpris à parler de ça. En fait, c'est plusieurs interrogations. Pour ceux qui ont déjà visité le musée de Luango, parmi les objets de pacotille cités, il y a le miroir. Le miroir atteint. Voilà. Et si vous êtes un peu plus attentif, vous verrez, il y a une chaise magique incrustée d'un miroir au centre. Mais que le nganga, c'était plutôt Vili, sur lequel le nganga faisait asseoir la personne soupçonnée d'avoir un dikundu, etc., pour regarder au-dedans de lui. Mais on a retrouvé des miroirs sur des statuettes Congo, même chez les Téké. Vous voyez, les statuettes Téké, il y a un style statuaire qui est spécial, avec des bras recourbés, collés, et avec au niveau du plexus, où on met un miroir là, où on met le miroir dans les yeux. Mais la question que je me suis posée, et d'ailleurs même aujourd'hui, rentrez dans les magasins, dans les boutiques, etc., soyez attentifs, vous apercevrez des miroirs. Voilà, Mais si vous posez la question, on vous dira non, ça ne te regarde pas. Pratiquement dans toutes les... Voilà, on met un miroir. Mais alors, et moi j'ai voulu remonter ça. Parce que le miroir que nous n'avons pas fabriqué, qui est conçu dans une autre société, s'est retrouvé bizarrement, curieusement, dans la gibecière du Nganga. C'est un personnage central pour nous. Et on a des Ngangas dans certaines régions, mais qui sont spécialistes du miroir. D'ailleurs, dans le document, je parle de Tsaka-Tsaka. Et Tsaka-Tsaka, c'est au nord du pays, mais c'est un chercheur français qui travaillait pour le compte de l'Eurostom, qui évoque, donc si vous allez sur Internet, vous cherchez Armand Bouquet, c'est lui qui évoque Tsaka-Tsaka. Et la réputation là, c'était que Tsaka-Tsaka travaillait avec un miroir. Il déposait son miroir, et tu mettais ton pied dessus, et Tsaka-Tsaka te disait tes problèmes, ton avenir, ton passé, etc. Dans ma propre région, on appelle les Ngang du Mouen. Ces pratiques, c'est avec un miroir. Mais alors, la question, c'est comment le miroir conçu, fabriqué dans une société où l'objet, c'était d'abord pour gérer le rapport à soi. Dans les sociétés occidentales, c'est la liberté, c'est l'individualisme. Donc tout ce qui va me pousser à chercher l'autre, il faut couper. Donc j'ai mon miroir, je me mire, je regarde comment je suis, voilà, c'est bien, etc. Voilà, ça suffit pour que je ne demande rien à l'autre, que je ne dépende pas de l'autre. Mais dans une société où c'est le groupe, où il n'y a pas de miroir, mais pour voir comment je suis obligé de passer par le relais, qui est l'autre. Et on te dira, tiens, tu ressembles à ta maman. Mais ta démarche, vous voyez que c'est comme son papa. Et toi, tu te fais ton image en écoutant ça. Parce que tu n'as rien pour refléter ton... Voilà. C'était comme ça dans la société. Alors, donc, la question que je me posais, c'est à quel moment ça a traversé? Et d'après mes recherches, et mes analyses, je pense que lorsque les grands magiciens de la cour du roi, les puissants conseillers qui sont autour du roi, lorsqu'ils ont vu cet objet-là, ils ont été subjugués. Je crois que le premier qui a vu le miroir, je ne suis pas certain qu'il s'est rendu compte que c'était lui. Le premier, parce que, vous voyez... Mais je pense qu'ils se sont dit, ça pouvait servir. C'est un objet qu'ils pouvaient utiliser pour contacter, échanger avec l'au-delà. Sans doute. Et que ça venait, c'était un outil en plus pour renforcer leur capacité à résoudre des problèmes qu'ils avaient. Donc ça s'est retrouvé finalement dans le sac, dans la sacoche, dans la besace du Nganga. Et quand il part pour ses actions de divination, etc., il se sert de son miroir. Voilà. Dans mon village, j'avais quelqu'un, mais il mettait carrément le miroir sur le ventre du bébé pour vous dire, non, on lui a fait manger quelque chose de pas bien, il faut le faire vomir, mais il se servait du miroir. Donc c'est
Voilà. Et c'est rentré dans ça s'est ajouté, les objets plutôt inanimés que le Nganga utilisait, des plumes, des écorces, des feuilles, des écailles, etc. Mais le miroir est venu renforcer l'outillage technique du Nganga. Et voilà, on croit, puisque je pense que ça aide à régler le problème. Alors, mais ce que je vais ajouter rapidement, c'est que il y a une mauvaise question qu'on pose souvent. Est-ce que c'est vrai? Je refuse de répondre à cette question-là. Une chose, la preuve. La preuve n'est pas un élément universel. Toutes les sociétés, toutes les civilisations n'ont pas utilisé la preuve comme moyen pour lutter contre l'ignorance, etc. Et même en Europe, c'est à partir de Descartes, de Voltaire ou de Descartes, qu'on commence à dire il faut douter. Voilà, on te dit quelque chose, la preuve par 9. Sinon, ce n'est pas vrai. Il faut douter. Mais dans nos sociétés orales, la preuve, c'est quoi? Qui en a besoin? Le Nganga a dit, l'oncle a dit, l'aîné a dit, on croit. Bien sûr que ça laisse pour eux tout ce qui est hypocrisie, ignorance, etc. Mais la société a fonctionné comme ça. Donc on dit, ouais, mais tu vas vers lui, il a un miroir, est-ce que ce qu'il fait là est vrai? Bon, je pense que c'est pas le débat que je vais ouvrir ici. Donc il y a le miroir a pris une fonction importante, que ce soit dans la sculpture ou voilà. J'ai lu, c'est les premières statuettes Teke qu'on a vues, il y avait des boutons. Mais quand ils ont découvert les boutons, ils ont mis à la place des yeux, etc. Mais plus tard, ils ont utilisé le miroir. Mais que sur les statues consacrées, donc ils servaient à la magie. Mais pas sur les masques ordinaires, etc. Que sur les statues consacrées, magiques. Donc, il y a bien une raison là. Voilà. Le micro? Ouais. C'est Sylvie qui a une question? Bonjour, monsieur Jean Nzo. Bonjour. D'abord, je suis très honoré de découvrir votre livre parce que notre génération, nous avons besoin de ça pour nous permettre d'évoluer et d'apprendre. En vous écoutant parler, je suis un peu, comment est-ce que je pourrais le dire, en train de réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit, si vous n'écrivez pas, vous allez disparaître. Mais si vous écrivez et que nous, la jeunesse, on ne lit pas, c'est aussi disparaître. Donc c'est comme pour dire que ceux qui liront, ce sont les expatriés. Et ce qu'il faut faire, c'est... Qu'est-ce que vous faites pour les jeunes, en fait? Parce qu'aujourd'hui, vous nous parlez de Djikundu, de toutes ces choses, sachant que la population est à 90% catholique, ou je peux dire chrétien. Donc s'il y avait un pasteur ici, il aurait crié au feu. Vous nous parlez des miroirs. L'avantage, c'est que nous, ici, on est des jeunes avec un esprit ouvert. Mais si vous sortez dans la rue, on vous aurait jeté des pierres. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce facteur. Et vous avez parlé du digital qui tue l'information. Aujourd'hui, si les gens se tournent vers le digital, c'est qu'il est un fait, que l'on veut ou non, tôt ou tard, le monde va être digitalisé. C'est un fait. Mais qu'est-ce que vous faites pour pouvoir garder, en fait, ce côté qui est chez nous? J'ai écouté ma sœur qui est en train de discuter ici. Elle a soulevé le point du féminisme. Ce qui est vrai, ce qui est normal. Parce que le monde, il évolue comme ça. Le monde, il évolue comme ça. Je suis d'accord avec vous sur les traditions qui sont de chez nous, mais qu'est-ce que vous faites pour l'adapter à notre génération? C'est ça le plus important. On peut beau nous expliquer que oui, ça se passait comme ça à l'époque, mais ce que nous avons écouté tous les jours, ce que les gens ont aperçu ou croient comprendre de la culture Congo, ils vont se perdre. Donc moi, j'aimerais vous demander, monsieur Jean, comment vous réussissez à pouvoir faire passer le message ou à transmettre le relais à la nouvelle génération? C'est une question. Voilà, merci. Merci. C'est une question pertinente. À quoi ça va servir? À quoi ça va servir? Est-ce que c'est fait pour qu'on reste cabré, braqué sur nos traditions, qui ne doivent pas avancer?
Est-ce que c'est pour nier que les choses vont évoluer, que la numérisation, etc., ça va, voilà. Il y a, enfin, moi c'est mon avis, mais on pourra le partager, on va discuter. Le monde va avancer. Ceux qui ne s'accrocheront pas vont rester. Mais en avançant, qu'est-ce que nous allons apporter, nous? Tout ce qui est tradition n'est pas bon forcément. Ce qu'on réserve la place à la femme, moi je pense qu'on est plus intelligent avec la femme avec nous, plutôt qu'entre les hommes. Aujourd'hui, ce qu'on réalise ici, c'est parce que voilà, on peut numériser, on peut informatiser, etc. Ce livre, je l'ai réalisé, mais c'est parce que bon, il y a eu, voilà. Mais on va être éclectique. Tout ce qui arrive de l'extérieur n'est pas forcément bon non plus. Aujourd'hui, j'ai parlé de la gestion de l'information. Le jeune qui découvre le smartphone, c'est votre enfant. Plutôt de travailler, il regarde des films porno parce qu'il a accès à ça facilement. Vous, le parent, vous faites comment? Donc à 10 ans, à 11 ans, il manipule son smartphone et voilà, il passe tout son temps à regarder des films de pornographie. Aujourd'hui, il a des informations, on dit, mais ces informations-là, à l'enfant, on va attendre qu'il arrive à atteindre tel âge, atteindre tel machin pour discuter avec lui. Mais quand vous arrivez, l'enfant est déjà au courant. L'enfant sait. Il vous surprend. Donc, ça aussi, est-ce que ça va nous aider? Est-ce que ce que nous voulons prendre, est-ce qu'il faut tout prendre? Est-ce qu'il faut tout copier? Voilà. Donc, il y a, pour chaque parent, pour chaque adulte, un choix à faire. Est-ce que la façon dont la femme est traitée, a été traitée dans ma tradition, je voudrais que mes enfants, mes filles également soient aussi encadrées comme ça? Moi, je dirais non. Il y a des choses qu'on doit faire évoluer. Voilà. J'ai perdu un ami il y a quelques jours et sa veuve, j'étais obligé de peser parce que pour le groupe, c'était ah non. J'ai insisté pour qu'on tienne compte du mariage, j'ai insisté, ah non, ils n'ont pas fait d'enfant, donc elle ne mérite pas. Non, ça va. Mais il y a 15 ans, 20 ans, elle serait chassée comme ça, comme après 30 ans de mariage, quoi. Mais aujourd'hui, non, on ne peut pas faire ça. Donc il y a du bon et du mauvais dans notre tradition. Le droit d'aînesse, oui, mais l'aîné peut être un imbécile aussi. Ce n'est pas parce qu'il est grand que tout ce qu'il dit doit être bu. Le doute, mais il faut qu'on l'instaure. Il faut que ton enfant dise papa, ça je ne suis pas d'accord, je ne vois pas la chose de la même façon que toi, quitte à trouver des arguments. Que l'adulte accepte que le jeune dise mais ça si ce n'est pas expliqué, je ne prends pas. Que je fasse l'effort de comprendre à la base comment ça se passe pour que je trouve des arguments. L'enfant prendra ou ne prendra pas. Aujourd'hui, moi j'ai une belle-fille française. J'ai un petit-fils français, un deuxième qui arrive bientôt là. Et je suis parti passer quelques temps chez eux. Et on arrive, il fonctionnait comme ça, et nous sortons et je reviens retrouver mes sous-vêtements sur le séchoir. Mes sous-vêtements sur le séchoir. Je lui dis, attends. Il dit, c'est elle qui a lavé. Bon. Bon. Mais chez elle, c'est normal parce que quand la machine à laver de ses parents, c'est elle qui prenait, pour sa grand-mère, elle faisait, elle mettait, elle donnait un coup de fer, etc. Mais chez nous, donc ça peut te choquer. Mais si elle, pour elle, elle ne savait pas, elle fait comme ça. Hein. Elle m'appelle me dire, mais papa, je ne comprends pas, mais avec donc son mari, mais comment est-ce que là-bas, vous n'avez pas l'habitude de vous retrouver à table à midi pour manger, entre midi et midi 30, parce que c'est... Bon, je lui dis comment ça se passe ici, quoi. Le repas, ce n'est pas l'occasion pour que le groupe se retrouve. Mange celui qui a faim quand il a la nourriture, quoi. Papa n'est pas encore là, mais les enfants mangent, quoi. Il y a un qui dit, ah non, j'ai pas faim, je vais manger à 16h, je vais manger à 17h. Mais ma belle-fille était choquée. Mais je l'ai expliqué. Enfin, je dis, attends, voici comment, moi, ici, on a vécu, voici comment on vit. Mais là, ça n'empêche pas que vous fassiez des efforts. Je ne dis pas que... Voilà. Donc, je ne repousse pas, mais je crois qu'on gagnerait
en sachant que voilà, la différence, l'écart est là. Est-ce qu'il faut le combler ou est-ce que c'est inutile? On va laisser parce que c'est suranné, c'est dépassé, on n'en a pas besoin. Ou bien est-ce que on doit quand même tenir compte de ça pour avancer? Aujourd'hui, l'éducation des enfants en Occident, voilà, c'est que l'enfant tout de suite, il faut qu'il parte. Je suis avec mes enfants, mais c'est le jeune enfant qui dit oh, vous me faites chier, il claque la porte, il part. Bon, est-ce qu'on prendrait cette éducation-là, nous? Non, on trouve que c'est... Non. Et que votre enfant manque de respect au papa voisin. Ah non, 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 non. Parce que dans le fond, derrière, c'était qu'un enfant, quand il était dans la communauté, c'est tous les adultes qui étaient un peu responsables, quoi. Donc il y a du bon et du mauvais. Quitte à voir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on adapte, mais qu'est-ce qu'on doit garder. Voilà, ça c'est chaque parent, chaque adulte qui peut le faire. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour... ce n'est pas... Enfin, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens. Hein. Je vais dans des écoles, j'ai des amis qui ont des écoles. Moi, je le faisais quand j'enseignais encore à mes étudiants, je leur parlais de ces choses-là. Vous êtes dans une entreprise, pour un stage, je donne des codes culturels. Tenez compte de ça, ça va vous aider. Et le comportement a été apprécié. Mais je dis que si vous êtes en face d'un expatrié blanc, etc., ça, ils s'en foutent. Mais si vous êtes en face d'un papa qui est votre chef, etc., tenez compte aussi de ça. Ne fonctionnez pas comme à la maison, mais utilisez ces codes, ça va vous aider à comprendre le métier, à avancer dans ce que vous faites. Donc, il y a ce que je mets là. Bon, il faut lire, oui, mais quels moyens on a? Si on ne massifie pas les cultures, si on ne pousse pas les jeunes à la lecture, à venir assister à des partages comme ça, c'est regrettable. On va écrire pour les autres. On va écrire pour les autres. Là, vous êtes venus. J'ai fait une conférence, c'était sur l'habillement, sur le pagne. Mais pour les Congolais, ils connaissaient tout. Les rares Congolais qui sont venus, ah bon? Ah bon? Ah, je ne voyais pas ça comme ça? Ah bon? Ils étaient surpris. Parce que j'ai apporté des statuettes, j'ai dit, mais attends, le coupé, on disait coupé, non? Coupé, c'était la culotte, mais pourquoi c'était coupé? Voici comment ça a commencé. Avant, c'était des caches-sexes, mais ça a évolué, ça a évolué, ça a évolué. Et donc ça, c'est pour comprendre. Et comme ça, ce qui va arriver, je peux prendre ça, préserver mon milieu, dire à mon enfant, attention, oui, c'est vrai, ailleurs, on fait comme ça, mais chez nous, ici, non, ça ne va pas t'ouvrir les horizons. Mais si tu es ailleurs, fais attention à ça. C'est ma fille, elle avait 5 ans, avec une autre petite fille, mais plutôt française. Elle était choquée parce que sa camarade française appelait sa marraine par son prénom. Valérie, Valérie. Mais elle disait, mais non, on ne dit pas Valérie, on dit maman Valérie. Ce sera pour les enfants. Donc, voilà. Qu'est-ce que nous souhaiterions, nous? Que nos enfants fassent comment? Qu'on les éduque comme des petits Français, des petits Anglais, des petits Canadiens, etc. Si on les forme pour qu'ils assument leur rôle social, économique, etc. ici, ben, qu'on regarde, qu'on fasse attention. Donc l'objet du livre, c'est... Voilà, mais c'est écrit, il faut lire, il faut discuter, il faut expérimenter. Et puis il y a ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je parle du Dinkundu, je parle du Binkoko, mais c'est parce qu'il y a des histoires que moi j'ai vécues, que j'ai connues, que j'ai partagées, ou que j'ai entendues. Voilà. Et j'ai fait l'effort de remettre ça à flot. Si ça peut faire réfléchir, moi j'ai gagné. 1 ou 2 personnes, ça va déjà. Voilà. Mais changer tout le monde, non, ce n'est pas l'objectif du livre. Ça, je ne pourrais pas. Voilà. Donc déjà, vous qui êtes là, vous suivez. Pour moi, c'est déjà quelque chose de gagné. Parce que vous allez vous souvenir, ah tiens, c'est comme ça, mais cette solution-là n'est pas bonne. Je préfère adopter la solution plutôt occidentale. Et je vais éduquer mes enfants par rapport à ceci, etc. Aujourd'hui, tous, nous envoyons nos enfants à l'école. J'ai dans mon quartier des mamans qui n'ont pas été à l'école, mais qui parlent en français à leurs enfants. Et quand moi je parle en monokutuba à l'enfant, ah papa, pourquoi tu fais ça? Tes enfants, tu leur parles en français, et puis le mien, tu leur parles en monokutuba, tu ne veux pas comme l'enfant. Bon. J'ai dit, maman, moi c'est en 3e que j'ai commencé à parler le français. En 3e. Et en seconde, j'avais un professeur français, mais je ne comprenais pas. Parce qu'il parlait blablabla, je ne comprenais pas. Mais ça ne m'a pas empêché de comprendre et de parler plus tard. Mais tout de suite, c'est... Voilà. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai pensé mettre ça par écrit, que ça ne se perde pas. Je voudrais juste rebondir, permets-moi, peut-être après tu vas penser que je te contredis, c'est pas le cas. Mais justement en parlant de tradition et d'héritage et de ce qu'on nous transmet, moi c'est vrai que cette question d'hommes et femmes, on m'a appris que
les sociétés Congo, en tout cas avant l'esclavage, avant l'arrivée des Européens, étaient plutôt des sociétés égalitaires et que les femmes avaient une vraie place dans la société et que c'est finalement l'arrivée du patriarcat, notamment par le biais des cultures européennes, qui a justement rendu ces sociétés moins égalitaires. Et donc, du coup, pour moi, les sociétés Congo, c'est une source d'inspiration dans la tradition parce que c'est des sociétés plus égalitaires que par exemple, les sociétés occidentales actuelles. J'ajoute un élément à ce que tu dis, de compréhension. Si on parle en termes de statut, l'homme et la femme n'ont pas le même statut. Les statuts sont différents. Donc, on ne peut pas parler d'égalité ou de parité. C'est deux réalités différentes. Les hommes, dans le cadre de leur fonctionnement dans la société, on va voir ce qu'on appelle les hommes qui jouent le rôle, les hommes pères, les hommes oncles, les hommes fils, les hommes neveux, etc. Et la femme, on va voir les femmes qui sont sœurs, qui sont nièces, qui sont peut-être sœurs, qui sont femmes, qui sont épouses, etc. C'est plus les mêmes. Donc, ma femme et ma sœur, on ne peut pas parler d'égalité. C'est des statuts différents. Chacun a son rôle, chacun a son champ d'exercice. Et puis voilà. Dans la tradition, c'est vrai que mes sœurs, je suis leur homme. Donc, ils peuvent avoir le droit d'interférer même dans mon intimité. S'inquiéter, mon frère, apparemment, sa femme ne s'occupe pas bien de lui, et ils ont le droit de poser la question, ça ne va perturber personne. Et la femme peut aller voir ses belles-sœurs pour dire, mais votre frère, voilà ce qui se passe, moi je ne veux pas être responsable, est-ce que vous pouvez venir lui parler aussi? Donc ça s'entrecoupe. Mais les champs d'expression du pouvoir de chacun, c'est distinct. C'est distinct. Donc parler d'égalité, c'est un peu... L'égalité, ça sous-entend que tout ce que l'on fait, la femme doit le faire. Déjà, dans l'éducation de l'enfant, l'éducation est sexualisée. Les espaces de jeu des femmes et des enfants, enfin des jeunes garçons et des jeunes filles ne sont pas les mêmes. Déjà, les parents peuvent s'inquiéter s'ils voient leur fille plutôt aller dans les espaces réservés aux hommes. On trouve ça bizarre, quoi. Le football féminin traîne encore ici, chez nous. Il y a voilà, les garçons, mais si on voit un garçon plutôt être souvent avec les femmes, on dira, mais toi, tu n'es pas un garçon, toi. Ça, c'est les jeux de femmes, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Donc, et ça construit des comportements, des attitudes, au final, qui font qu'il y a cette distinction-là. Mais non, est-ce que ça fait que la femme soit écrasée? Dans le rapport de la femme épouse, elle ne fait pas partie du groupe. Donc, par exemple, son mari meurt malheureusement, elle va attendre que le groupe de son mari décide. Et ça s'est rattrapé par la loi française, on fait les textes, elle est mariée, donc. Mais c'est souvent difficile. Donc, parce que ça se gère dans le dikana de son mari, c'est au dikana de son mari de dire, voilà, la veuve, vous avez déjà entendu parler du lévira? Le lévira, le sorora, non, déjà? Le lévira, ça consiste en ce que, à la mort d'un homme, que sa femme soit prise en charge par un autre homme du groupe. Donc, oui, c'est-à-dire que si moi je décède, mais mon épouse et mes enfants ne partent pas, ils restent là. Et un autre homme de mon groupe, mon neveu ou mon petit frère, ou voilà, va être responsable. Mais dans le temps, il pouvait même faire des enfants aussi. Donc voilà, j'ai des amis, les premiers sont nés de l'oncle et les suivants du neveu, mais avec la même mère. Bon, aujourd'hui, ça a évolué. Oui, d'accord, mais j'ai dit, mais quelle est la question la plus attendue des parents de l'épouse, de la veuve, à la mort de son mari ou de leur père? Qui va rester avec les enfants? Qui va rester responsable des femmes ou des enfants? C'est une question qui est vraiment attendue. Et donc, ce n'est plus avec les mêmes pratiques où ça va devenir une deuxième épouse, etc. Mais s'il y a un problème là-bas, c'est toi qui vas répondre. Voilà. Donc, il y a évolué, je ne sais pas, mais ça s'adapte. Ça s'adapte par rapport au contexte actuel. Mais les femmes n'étaient pas pour autant écrasées, quoi. Dans son groupe, moi j'ai des sœurs, mais je ne fais rien si on n'a pas discuté de la décision avec eux.
Ils sein n'ont du pas le groupe. droit de venir dans le Mbongi, elles sont un peu écrasées quand même. Parce que Ben, si les décisions de la communauté sont prises dans le Mbongi. Le Mbongi, ils sont pas. le Mbongi, ce n'est pas le groupe. Le Mbongi, c'est toute la communauté, c'est tout le village. Donc, si elles y Et sont les pas. décisions du groupe, en fait, du sous-groupe, donc du Dikanda, le Dikanda n'a pas besoin de se retrouver au Mbongi. Le Mbongi, c'est tout le village qui se retrouve. Et c'est le chef du village qui gère. Il y a un conflit, on n'a pas respecté un interdit, on n'a pas dit de déféquer dans telle rivière, mais les gens sont quand même partis, ou alors il y a on vole du gibier au piège à un tel endroit, ou il y en a qui volent, etc. Et le chef du village pense qu'il faut le dire, il appelle tout le monde au Mbongi. Tout Mais le si monde c'est ou tous les hommes, du coup. tout le monde, non, tout le monde, il appelle à ce moment-là. Mais si c'est un conflit entre un neveu et un oncle, ils ne partent pas au Mbongi, ils restent à la maison. Et ça, c'est le petit groupe là, le Dikanda qui se retrouve. S'il y a un problème de décès, de maladie, c'est le petit groupe là. On ne va pas en Mbongi, on n'amène pas ça en Mbongi, on ne va pas exposer ça. Et s'il y a un conflit entre deux Dikanda? Alors, les conflits, la gestion des conflits aussi, parce qu'une société, il n'y a pas la police. Vous voyez, hein, les croyances là servent également à garder l'équilibre. Dans une société où il n'y a pas la police, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir l'équilibre? C'est les fameux Ndoki, c'est les fameux Nganga. C'est les interdits. Il ne faut pas aller dans tel endroit, c'est interdit, etc. Et les gens, si vous allez, on dit, voilà, vous serez frappé par tel sort, etc. C'est ça qui maintient. Mais les conflits, alors, il faut le voir en deux. Hein. J'ai un chapitre sur la gestion des conflits. Les conflits à l'intérieur du Dikanda ne seront pas gérés de la même manière que les conflits inter-Dikanda. À l'intérieur du Dikanda, on s'en fout. Voilà. J'ai parlé d'un cas où c'est un jeune neveu, mais imprudent, quoi, qui a mis enceinte la femme de son oncle. C'est la jeune femme de son oncle, quoi. Et l'oncle, qui a compris, il était quand même, voilà, il a compris que son jeune neveu était un peu parti très loin. Il se fâche et il appelle sa sœur, donc la mère de cet enfant-là. Et elle de lui dire, c'est entre toi et ton neveu, je ne rentre pas dans votre jeu. Si tu veux le tuer, tu le tues. Si tu fais ce que tu veux, je ne viens pas. D'après vous, qu'est-ce que l'oncle a fait? Qu'est-ce que l'oncle a fait? Il dit, bon, écoute, on va gérer, mais toi, je ne veux plus entendre parler de ça. Et toi, la femme, tu te tais, je ne veux pas entendre que c'est un tatatan. Il a tué le problème. Mais c'est des personnes, c'est le sorcier, c'est un sort jeté par quelqu'un qui n'est pas du groupe. Alors là, ça devient un peu plus compliqué. Et là, à ce moment-là, le Mbongi s'invite. Parce que c'est deux groupes différents qui vont se retrouver, parce qu'on aura besoin des Nzonzi, on aura besoin d'appeler les gens voilà, qui savent comment gérer ça. On peut faire venir les Nzonzi, c'est un peu comme des juges traditionnels qui vont arriver, même des contrées très, très éloignées pour venir défendre. Voilà. Donc, ce n'est pas pareil. Hein. Le Mbongi a une fonction, mais une fonction plutôt communautaire, mais pas au niveau du Dikanda. Toi, si tu as des problèmes avec ton oncle, il ne va pas t'amener au Mbongi. Voilà. C'est pas, voilà. On le lui reprocherait. D'ailleurs, il ne pourra pas le faire. Donc, voilà un peu comment ça... Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Ah oui, bonne question. Ah non, vas-y. Ouais. Ah, il y a une dame. Ah, commencez par la dame. Merci pour la galanterie. Voilà. Donc, je suis Bénédicte. Voilà. Donc, je suis très honorée d'être là pour la présentation de ce livre. Et je suis intéressée par la culture, donc l'histoire et la culture de mon pays, d'autant plus qu'il n'y a pas actuellement beaucoup d'ouvrages en fait, sur lesquels on peut apprendre sur l'histoire du Congo. Et donc voilà, donc merci de mettre en mémoire tout ce qui est de notre culture. On a dit de mettre sur papier. Voilà, de mettre sur papier, voilà. Et en mémoire aussi, parce que ça va être lu et ça va être mis en mémoire. Très bien. Donc, voilà. Oui. Voilà. Donc moi j'interviens par rapport... donc déjà je suis, comme je me redis, intéressée et contente de savoir un peu les détails des cultures. Et de mémoire, je sais qu'au Congo, surtout dans le sud en fait, les cultures sont très matriarcales, c'est ça? Oui. Est-ce que le fait d'avoir un oncle avec ses neveux ou des sœurs qui ont le droit d'interrompre ou de s'ingérer dans la vie intime dans le couple. C'est bien ça le côté un peu matriarcal et le fait aussi que les enfants nés donc du couple, donc d'un monsieur et d'une dame donc, et de son épouse,
ces enfants nés de cette union-là sont justement dans cette tradition-là. Ils appartiennent au groupe de leur maman. Au groupe de la maman. Oh oui. Voilà. Donc moi, en tant que Congolaise, je découvre un peu ces réalités-là, parce que bon, j'ai grandi et on n'avait pas conscience de ça. Mais maintenant que je suis mariée, donc je rentre dans cette... je suis face à cette réalité-là. Parce que même si au Congo, on a été colonisé, et même si la religion, donc le christianisme principalement, est rentré dans la culture, ce que moi je trouve positif... Alors, je ne dis pas que la colonisation est positive dans l'ensemble, mais je juge en fait et je pense que l'introduction des valeurs chrétiennes, à mon avis, sont des valeurs, pas toutes, oui, toutes les valeurs sont intéressantes, ont apporté, voilà, et peuvent améliorer. Alors je parle d'amélioration dans ce contexte-là, parce que je suis très attachée à ma culture, je suis très attachée aux valeurs de mon pays, je suis très attachée à l'identité que nous avons perdue un peu avec la perte du savoir, la perte de... les jeunes ne se sont pas forcément intéressés aux personnes âgées, à connaître un peu cette transmission de savoir-là, qui est importante. Voilà. Dans les pays occidentaux, ils ont cette transmission facile parce qu'ils ont des bibliothèques, ils écrivent des livres, ils écrivent leur histoire. Mais ici, notre histoire se perd en fait. Notre histoire se perd parce que justement, peut-être la génération de nos parents ou même nos ancêtres n'ont pas... C'était une culture orale aussi, voilà. La connaissance se transmettait, je pense, oralement. Hein. On allait au Mbongi et ça se transmettrait. Et malheureusement, cette orale, on l'a perdue. Et on a perdu nos repères. Aujourd'hui, le Congolais ne sait plus comment s'habiller traditionnellement. Bon, heureusement, on a encore le pagne, mais on cherche les traditions. J'ai une amie qui s'est mariée récemment, elle est Vili, et elle a voulu chercher dans la tradition Vili, vraiment comment ça se passait avant, donc elle a pris cette tradition-là, donc c'est vraiment un retour aux sources, et donc du coup, je suis contente pour ça. Et donc, par contre, je vais utiliser un mot fort, je suis contre cette façon de faire là, en fait, parce que je trouve qu'il y a une injustice dans le matriarcat en fait, au niveau surtout pour les enfants, parce que du coup ça devient, même si c'est pas écrit, mais c'est une loi morale. Et moi en tant qu'épouse, je déplore ça en fait, parce que voilà, ça bloque une légitimité qu'on peut avoir en tant qu'épouse. C'est écrit dans les consciences. On sait que aujourd'hui la sœur ou un neveu peut se lever aujourd'hui et aller entre guillemets faire n'importe quoi dans un foyer autre ou dans un foyer qui selon lui dont il est en droit entre guillemets. Donc voilà, donc moi j'aimerais juste, bon après mon intervention ne change rien, hein, c'est juste une intervention. On est là pour ça. Voilà. On n'est pas là pour... voilà. On va rien changer de toute façon. Hein. Exactement. Ah. Mais sinon, voilà, donc Monsieur Nzo, je suis très contente. J'ai pas encore, donc du coup, le livre, je vais le prendre parce que je vais le lire. Bon. Et voilà, je pense que j'apprendrai beaucoup voilà, dessus. Merci Bénédicte. Voilà, j'ai dit, enfin, lui, il a abordé son intervention dans ce sens-là. Personne ne restera ce qu'il est. Hein? Personne ne restera ce qu'il est. Les cultures vont se rencontrer et les traces vont rester, quoi. Il y en a qui vont être beaucoup plus puissantes, beaucoup plus fortes, vont écraser, etc., etc. Voilà. Et il y a cet échange-là, personne ne restera ce qu'il était avant. Mais ce que nous risquons de perdre, c'est ce que tu as dit. Si ce n'est pas écrit, nous avons une faiblesse, c'est que tout est mémorisé, tout est oral. Et les traces partent. Les traces partent. Mais tout n'est pas bon dedans. Au contraire, moi également, voilà. Mais si on part de là, c'est bien de comprendre pour dire si je peux m'opposer, voilà, quel argument je vais utiliser. Mais qu'à cela ne tienne, si vous connaissez un peu l'histoire du Congo, le président Youlou, c'est lui qui a élevé tous ses neveux, qui les a mis à l'école. Tous ses neveux. Ils sont devenus responsables, cadres, machin. C'est l'oncle qui les prenait en charge parce que les parents étaient au village, parce que. Voilà. Donc, est-ce que c'était mauvais, le matrilignage ? Non. Mais c'est l'usage qu'on en fait. Il y en a qui abusent, qui exagèrent. Aujourd'hui, c'est les abus, c'est les débordements qu'il faut dénoncer. Mais voilà, si on comprend ça, on sait mettre les limites, les barrières. Voilà, ta belle-sœur qui arrive, mais elle est consciente que c'est chez toi. Sa limite, c'est jusqu'ici. Que les enfants, ce sont vos enfants. La limite, c'est là. Voilà, ça pourrait nous aider. Mais celui qui exagère, qui veut faire encore comme dans le temps, alors que les choses ont peut-être changé un peu, etc., ça va entraîner des conflits. Voilà.
Donc moi aussi, comme toi, je n'accepterai pas que, le frère de mon épouse vienne. Voilà, je dirais, tu t'arrêtes ici, quoi. Ce sont mes enfants. Voilà. Je vais juste prendre la dernière question parce que. Oui, le temps. D'accord. Bonjour à tous. Je m'appelle Merveille Tutu, je suis artiste danseur. Moi, j'aimerais un peu revenir en arrière sur certains points que j'ai écoutés. Bon, j'ai pas encore eu le temps de lire le livre, mais quand même, je remercie Sylvie de m'avoir invité parce que ce que j'ai écouté, ça m'a vraiment fait mal. Là où je suis là, vraiment, je ne sens pas bien. Parce que dans ma famille, tout ce que j'ai écouté, c'est vrai. J'ai des sœurs et des frères souvent qui rêvent ces rêves un peu bizarres. Et vous écoutez aujourd'hui, vous avez eu le temps, l'inspiration d'écrire le livre. Mais moi, tout ce que je peux vous demander aujourd'hui, c'est de chercher à trouver peut-être la solution, de nous diriger un peu comment on peut faire, comment on fait, couper les liens, comment on fait, tout ça, je ne sais pas trop. Mais après, j'aimerais aussi demander s'il vous plaît, avec respect. Aujourd'hui, notre jeunesse a besoin qu'on se dise, je ne sais pas comment je peux dire, mais qu'on nous oriente, qu'on nous forme et qu'on nous pousse vraiment. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Souvent, quand je marche sur la rue, je vois des fois des enfants qui sont perdus, en fait. Parce que par peut-être mon gouvernance, beaucoup de choses, mais aujourd'hui, vous avez eu cette inspiration d'écrire, mais c'est-à-dire ne lâchez pas prise, au fait. Continuez, allez à la rencontre des jeunes. Ne vous en foutez pas du genre que bon, j'ai mis, je m'en fous des gens qui sont venus, après je m'en fous. Ceux qui ne sont pas venus, d'autres n'ont pas eu le temps d'écouter, peut-être on va avoir beaucoup de monde ici. Vous avez vu aussi la Covid, ce qui nous empêche d'être nombreux, mais cherchez vraiment à élargir cette connaissance, allez vraiment... Ouais. Je pense que Sylvie et Cassiopée nous aideront, mais tu vois, ça relie deux choses. Alors, le matrilignage, le phénomène de l'adoption, ça n'a jamais existé dans notre tradition. Adopter un enfant, ça veut dire quoi chez nous? Non. Ça ne se dit même pas. Le système prévoyait quelqu'un qui allait prendre automatiquement la charge des orphelins pour continuer son éducation. Donc la mort d'une maman ou la mort d'un papa, mais n'arrêtez rien à l'éducation des enfants. Donc aujourd'hui, ta cadette, si jamais tu n'es pas là, mais on ne va même pas le prier, elle prendrait ces enfants-là pour l'éduquer. C'est un avantage. Voilà. Donc tout n'est pas mauvais, tout n'est pas... Voilà. Et les enfants de la rue, c'est des phénomènes qui arrivent. J'avais ici même eu une discussion, il y avait avec le SAMU social, et ce phénomène des enfants sorciers. Vous savez, c'est un discours qui est parti de Kinshasa. Les enfants sorciers. Et là, c'était waouh. Hein, ils avaient des doctorats, je ne sais pas en quoi là, mais c'était boum, boum, boum. Non, il faut une démarche scientifique, J'ai dit, mais attends, j'étais surpris quoi, de voir que c'était des papas congolais qui raisonnaient comme ça. Mais dans la tradition, qui valide la guérison? Ah oui, on a retrouvé le jeune, on a vu ses parents, on a posé des questions, sociologiquement, on a posé des questions, et puis on a remis les enfants, mais ensuite, 2 jours après, l'enfant repartait. Mais oui, mais ce n'est pas la démarche. Il y avait un personnage qui validait la guérison. Donc ces enfants de la rue-là, il y en a qui sont rejetés parce qu'on les accuse, dit-on, de sorcellerie, etc. etc. Bon, aujourd'hui, l'Église aussi a mis peut-être, je ne sais pas s'il a aggravé ça, hein, des certaines sectes qui aggravent ça, où on doit taper, mettre du piment dans les yeux des enfants, etc. etc. pour, dit-on, détacher. Mais la maman va faire quoi? Si un personnage autorisé ne valide pas la guérison de son enfant, l'enfant va repartir dans la rue. Donc, dans le temps, c'était le rôle que jouait le Nganga. Le Nganga disait, j'ai retiré ça, maintenant c'est fini. Les parents étaient rassurés, l'enfant retrouvait sa place. Les enfants n'étaient jamais abandonnés, n'étaient jamais rejetés. Même le grand sorcier de la famille, mais il restait dans la famille, il n'était pas rejeté. Il n'était pas chassé. Et là, on trouve des vieilles personnes dans la rue. On dit, mais il n'a pas de parents. Vous imaginez un Congolais qui a 80 ans dans la rue, personne ne le connaît? Non, ce n'est pas possible. Donc il y a ces phénomènes-là, mais il y a aussi l'urbanisation. Hein. Vous savez, l'urbanisation, c'est un phénomène que nous n'avons pas préparé. Bon, on parle de la municipalisation, mais vous voyez les dégâts dans le village, quoi.
il y a des comportements en ville qui vont éloigner les oncles des neveux, parce qu'au village, l'oncle et le papa étaient... donc chacun agissait sur l'enfant pour redresser, mais aujourd'hui, tu te débrouilles avec tes enfants. Et voilà, pour vous qui êtes souvent en France, les familles monoparentales, les femmes qui élèvent leurs enfants seules, s'ils ont des problèmes avec leurs enfants, à qui ils font recours en premier? À leurs frères. C'est à leurs frères. Ils comptent sur leurs frères pour redresser les enfants. Donc si vous prenez l'administration française, voilà, ça c'est un cas vécu, l'oncle était là, attends, tu rentres tard, tu as 17 ans, c'est pas normal. Gifle. Ah, tu m'as dit ça, la police. C'est ma nièce, oui, mais c'est pas ton enfant. Oui, c'est ma nièce, c'est pas ton enfant. On te met au gnouf. Voilà, non, mais c'est pas ton enfant, quoi. Mais c'est l'enfant de ma soeur. Eh oui, on s'en fout, c'est pas ton enfant. Voilà. T'as pas le droit de toucher à cet enfant-là. Mais voilà. Mais chez nous, non, si ça va pas, tu peux demander à ton frère de blâmer un peu le petit. Ton mari peut aussi voir recours à son beau-frère en disant, mais écoute, l'enfant-là, il faut qu'on discute un peu parce que c'est... Voilà. On ne dira pas, voilà, débrouille-toi avec tes enfants, etc. Ouais, bon. Je voulais juste intervenir pour répondre aux inquiétudes des deux, parce qu'il y a vraiment une inquiétude. Ici, vous connaissez le marché Total à Brazzaville? Oui. Ce nom-là, c'est le nom d'une station d'essence. C'était d'abord le nom d'une station d'essence, mais on a même mis une autre station là-bas, mais on n'a pas oublié le nom de Total. Donc, ce que j'en fais, ce sont les survivances anthropologiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui passent, mais il y a celles qui restent, qui sont là et qui durent. Donc, c'est un peu comme nous avons le phénomène de 100-100. Hein? Pourtant, on paie 150, hein? Mais on continue toujours à dire 100-100. Donc, il y a des survivances anthropologiques. Et Jean a eu à parler des survivances anthropologiques. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui sont passées, mais il y a des choses qui demeurent encore. Et ce sont ces choses qui demeurent encore qui font mal. Mais ce n'est pas le rôle des gens, c'est le rôle maintenant du législateur. Face à ce qu'on voit, on a vu en France, Napoléon venir et dit, les Français sont divisés. Au sud, ils ont notre droit. En France, au nord, ils ont notre droit. Il a réuni tous les sachants qui étaient là et on a mis un code civil qui fut pour tous les Français. Et notre législateur à nous a essayé de mettre le code de la famille. Mais malgré ce code de la famille, là, reste critiqué. Et il n'a jamais été... Oui, il n'a jamais été revisité. Il est bon, mais c'est l'application. C'est l'application. C'est l'application qui fait défaut. Il est clair, par exemple, le mariage. Il y a des conditions. Il y a un niveau exigé pour la dot, hein, c'est 50 000 francs. Mais qui va laisser marier sa fille pour 50 000 ? Bon, même le président Sassou. Oui, s'il te plaît. Même le président Sassou au mariage de Edith. Je voudrais juste illustrer une chose que tu as eu à dire ici au moment où je sortais. Tu parles de Lévira du Sorora. Oui. Quand M. Ambende est mort, on a pris cette épouse-là, on a dit, on va la remettre au président. Jean-Dominique Okamba s'est opposé. Mais lui, c'est le président, il ne peut pas avoir de femme. On a dit non, mais c'est la tradition. Ouais. Et ce que je vous dis est paru dans le journal Jeune Afrique Économie. Donc je ne vous invente pas, même moi j'ai su cela en lisant Jeune Afrique Économie. Hein, parce que c'est lui qui a hérité. Il a hérité de la femme de son défunt frère. On a dit qu'il doit hériter de cette femme-là. Alors, ce que nous voudrions, nous, c'est de voir des législateurs pour répondre aux inquiétudes des jeunes comme ceux-ci, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait? J'en ai pas pour dire que non, ça c'est bon. Non, lui il dit, je vous présente ce qui est resté dans la culture congolaise. Il y a des choses qui ont disparu, mais ça demeure encore. Et j'en ai pas l'État. C'est le rôle de l'État de réformer, parce que je rappelle que même le CCF ici, nous avons tenu une conférence sur les enfants sorciers. Ici même, au même endroit ici, au CCF ici, il y avait le SAMU social, il y avait l'UNICEF, je représentais le CDH ici, on avait tenu la conférence, mais Didianin Tsokini qui était là, il a raconté n'importe quoi, et puis on était allé dans tous les sens, hein. On n'avait pas pu. Au moins là, comme l'a dit Jean, c'est une question de démarche. Nous sommes une société
qui souffrent. Il a dit que, par exemple, pour les enfants sorciers, ce n'était pas la démarche qu'il fallait. La démarche que nous prenons, nous, ce n'est pas la démarche qu'il faut. Mais pourquoi est-ce que l'État ne revient pas à ces solutions qui peuvent porter fruit? Le problème, c'est que nous avons des logiques un peu, soit démissionnaires, ou des logiques... On ne réfléchit pas suffisamment. On ne réfléchit pas suffisamment. Et puis, on ne veut pas y réfléchir. Voilà, parce que l'État devait s'approprier ce livre, se dire, tiens, voici ma société. Et comment est-ce que je vais vouloir changer cela? Quelle réponse est-ce que je peux apporter à ce que décrit Jean Zou? Si ça perdure, ça peut par exemple faire du blocage, comme disait madame, où on constate qu'il y a des externes au foyer qui viennent, mais comme ils ont un droit de neveu et autres, ils viennent. Bon, alors, oui. Et donc, je préfère vous passer le micro. Merci. On finit bientôt le temps après. Voilà, c'est la dernière question. Pour ce qui est de la succession ou du mariage, il y a un écrivain, bon, je n'ai peut-être pas eu à lire ses livres, qui parle de ça, le droit de succession au Congo, le droit du mariage. Je ne sais pas si ça contentera tout le monde, ça je ne sais pas. Hein? Oui, mais... Oui, exactement. Donc c'est ça. Exactement. Oui, le professeur, il est c'est ça. C'est ça. Oui. Donc, mais moi j'avais une question sur l'anthropologie congolaise. Je voudrais avoir la vraie essence sur l'anthropologie, un peu comme en Afrique de l'Ouest où ils connaissent vraiment leur culture par les griots, un peu comme en Chine où ils sont très attachés à leur culture. Il y a plus de 1000 ans, bon je ne parlerai pas de plus de 1000 ans au Congo parce qu'on est un tout petit peu acculturé, je pourrais le dire, si je peux me permettre de le dire, parce qu'on ne connaît pas assez bien notre culture. Hein, donc, ces petits détails, si c'est possible, et sur la statuaire au Congo, hein, nos statues et leur signification. Bon, ça c'est l'objet d'un thème Voilà, moi je suis absolument contente en fait de l'évolution de cette discussion parce que on est venu pour présenter ton livre, Jean, et on voit à quel point en fait la discussion s'étire sur des sujets. Donc ça veut dire que tu as réveillé des curiosités, tu as réveillé des sensibilités, tu as réveillé des histoires enfuies. Donc c'est très bien, ça veut dire qu'on va en refaire d'autres et que vous allez tous être là. Et vous allez tous être au rendez-vous. C'est l'objectif que nous sommes en train de mettre en place ici pour pouvoir justement faire découvrir. Nous sommes au Congo, c'est l'Institut français, nous sommes au Congo, donc on est parti dans cette démarche de pouvoir justement pouvoir mettre des focus sur certains sujets qui ont attrait donc à la culture congolaise. Donc par exemple, dans quelques temps, je vais réintervenir parce qu'on va travailler autour de la danse, de la musique. On va inviter un groupe Vili, Tifumb, voilà. Donc ça veut dire que ces questions-là ont besoin d'être approfondies et qu'il y a une demande. Et j'ose espérer que donc on va pouvoir à nouveau, petit à petit, avec ces échanges, se réapproprier certaines notions de la culture congolaise. Donc je laisse encore quelques minutes à Jean pour pouvoir rencontrer les personnes qui veulent acquérir le livre, s'il veut les dédicacer et tout ça. Moi, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'ici. Pour cette réouverture, malgré ce moment très délicat que nous avons eu à traverser avec ce Covid, où la culture a été très durement sanctionnée. Donc on espère pouvoir reprendre petit à petit avec nos rendez-vous et vous avoir à nouveau parmi nous. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bon, ta question reste, hein. On revient, on aura l'occasion. Hein. C'est prévu. Elle est notée, voilà, ta question reste. En tout cas, donc, merci à Sylvie, merci Cassiopée, et merci à ceux qui ont pris le temps de venir. Et puis voilà, on fera ce qu'on pourra. Hein. Donc le livre, il est à 10 000 francs et je peux le dédicacer. Mais je crois que là, déjà le personnel s'en va. Il devrait partir, on avait dit 17 h. Ouais, bon, on est là. Voilà. Pour ceux qui veulent l'acquérir là. Hein. Merci, merci beaucoup.